Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55 sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans le point littéraire, votre rendez-vous hebdomadaire avec des voix qui pensent, qui écrivent et qui rêvent l'Afrique autrement. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui ne se contente pas de décrire le monde, il le redessine. Milton Raoul Mbombonzan, penseur autodidacte, inventeur reconnu et plume de géopolitique affûtée, nous invite à un voyage audacieux à travers son ouvrage Afrique, première puissance mondiale, quand, pourquoi et comment. Dans ce livre, l'Afrique n'est pas une victime de l'histoire, mais une puissance en gestation. L'auteur y déploie une stratégie de renaissance culturelle, spirituelle et intellectuelle pour faire du continent le cœur battant du monde de demain. Il ne s'agit pas de dénoncer seulement les chaînes visibles ou invisibles, mais de proposer les clés de leur rupture. Entre prospective, spiritualité et pédagogie, Milton Raoul Mbombonzan nous interpelle. Et si l'Afrique, berceau de l'humanité, devenait aussi son avenir? Qui est-il? Eh bien, Milton Raoul Mbombonzan est un architecte. Inscrit à l'Ordre national des architectes du Cameroun, cet apprenti essayiste a également une qualification professionnelle comme géomètre topographe. Il est né en 18 juillet comme Nelson Mandela, mais plutôt à Essam, Esseux, dans le sud du Cameroun en 1995. Il a une profonde admiration pour Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et Cheikh Anta Diop. Passionné des écrits révolutionnaires sur l'Afrique, Milton entame ses études à l'ouest du pays avant de les poursuivre au centre. D'ailleurs, c'est de son idylle avec la lecture que naîtra cet ouvrage qui prescrit à tous et pour le bien de l'humanité. Il faut également dire qu'il faut rester avec nous pour une conversation sans concession où une littérature devient outil de stratégie et où la parole retrouve sa puissance transformatrice. Milton Raoul Mbombonzan, nous sommes heureux de vous recevoir dans les studios de Royal FM. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi. On a souvent l'habitude de dire la valeur d'un homme n'atteint point le nombre d'années. Je crois que ce dicton s'applique bien à vous. Né en 95. Merci. Et déjà un livre de près de 300 pages, 300 et plus, approximativement 400 pages. Alors, votre profil est tout à fait particulier. Vous êtes un architecte. Parlez-nous de votre métier. Qu'est-ce qu'un architecte fait au quotidien? Vous ne dessinez pas que des bâtiments ni des villes, mais vous dessinez ici l'Afrique et le monde. Justement, de par ma formation, je suis architecte. Mais limiter l'architecte au bâtiment, moi je trouve ça réducteur. L'architecte... il pense aussi le monde. Il pense aussi le monde. En 1995, vous êtes né. Vous avez très vite fait des études au point d'avoir rapidement votre place sur le monde de l'emploi. Comment ça se passe au Cameroun? Est-ce que le regard que les gens portent sur l'architecte est toujours au sens large qu'on venait de le décliner? Actuellement, ici au Cameroun, la chance que nous avons, c'est que l'architecture, c'est un métier technique et professionnel en même temps. Et donc, on n'est pas toujours obligé de travailler avec l'État pour faire des prestations intellectuelles. C'est vrai, en termes de débouchés, il y a les cabinets d'architecture, et il y a ceux qui s'installent en clientèle privée, entre autres, mais aussi les confrères qui décident de travailler avec l'État. Vous êtes en clientèle privée ou avec l'État? Bon, actuellement, je suis dans un cabinet d'architecture, donc on peut dire en clientèle privée. Oui. On est tenté de dire que fait l'architecte dans un texte de géopolitique internationale? C'est ça qui suscite toute la curiosité qu'on va déballer tout au long de l'émission. Il faut dire que le titre est fort évocateur. Afrique, première puissance mondiale, quand, pourquoi et comment.
La première question, comment est-ce que ce livre naît dans votre esprit? Comment se déroule la gestation et même plus tard la parution? Alors, parlant de gestation et d'inspiration par conséquent, je l'ai écrit dans un contexte qui m'a guidé, notamment celui de la reprise du flambeau qui, allumé aux Amériques dans les plantations il y a 4 siècles, ayant fait escale en Europe pour finalement être transporté en Afrique. Vous savez, nos ancêtres africains et afro-descendants se sont offerts en holocauste, soit par le travail ou dans l'acception propre du terme, pour une Afrique indépendante, unie et prospère. Pour les nouvelles générations que nous sommes, c'est un devoir de s'inscrire de façon pragmatique dans une logique de continuité, mais cette fois-ci et surtout en concevant des visées plus poussées comme celle du dessein de l'Afrique de devenir la première puissance mondiale, même si cette tâche est loin d'être un badinage. Alors, il est question pour moi d'être partie prenante de ceux qui prennent le relais des luttes menées par nos dévanciers. Et je tiens à rappeler que c'est la pensée qui précède l'action. Il faut dire que c'est un livre de 3 parties, 3 grandes parties, parce que pour vous, Afrique, première puissance mondiale, c'est toute une démarche qui commence d'abord par l'examen de nos faiblesses. Et d'ailleurs, vous les appelez les défis du continent, ils sont bien nombreux que vous citez. Notamment des maladies, le paludisme qui continue de décimer des millions, sinon des milliers d'Africains chaque année. Voilà autant d'éléments qui peuvent empêcher la grande marche vers la puissance première que nous souhaitons. Justement, ce serait une autodérision d'affirmer que l'Afrique sera la première puissance mondiale, compte tenu du fait que certains Africains ont encore des préoccupations stomacales sans le concours de leur volonté, d'autant plus que la famine est encore présente en Afrique. Et le paludisme qui a fait 405 000 décès en 2018, chiffre de l'OMS sur les 228 millions de cas. Mais il y a également le sida qui est encore présent en Afrique malgré ses ravages d'antan. Et lorsque vous lisez par exemple le journal Le Monde du 11 mai 1988, il est écrit en substance que dans les décennies à venir, on va s'attendre à la disparition de près de 150 millions d'Africains, ce qui va faire du continent berceau de l'humanité un continent vide, et que certaines puissances occidentales étudient des mécanismes et des scénarios du remplissage du vide que l'Afrique... Donc la théorie du complot va laisser. Justement, et ça nous confirme une chose, c'est quoi? C'est que autrefois, comme aujourd'hui, il y a des officines qui créent des virus manufacturés pour décimer la population africaine. Il faut dire qu'au-delà de la famine, du paludisme et même du VIH, du sida, des pandémies qui peuvent empêcher aussi bien l'augmentation de la population qui constitue notamment une main-d'œuvre abondante, il y a également la mentalité. Vous l'appelez la mentalité réfractaire au développement, et là vous citez par exemple Charles Atiba-Yéné qui pensait qu'on ne peut pas se développer ou on ne peut pas développer un pays avec des soulards, avec ceux qui pensent magie au quotidien. C'est difficile. C'est difficile. Justement, il y a également dans ces défis que j'ai serrés en défis basiques, tel que susmentionné avec la famine par exemple, qui a décimé plus de 10 millions d'Africains depuis 1960, chiffre de l'OMS. Il y a également cette mentalité réfractaire au développement, comme le disait l'un de nos dévanciers, le feu docteur Charles Atiba-Yéné, de regretter mémoire, qui entre autres parlait de la mentalité coloniale également. Vous savez, certains Africains doivent cesser de procrastiner et de faire des atermoiements sur le décollage général de l'Afrique, en se claustrant davantage sur l'approche étriquée qu'est la colonisation, qui en tant qu'excuse devrait souffrir d'une obsolescence, dans le sens où il y a les États-Unis par exemple qui ont été colonisés par la France, par la Grande-Bretagne, mais aujourd'hui constitue cette grande puissance que nous connaissons tous. Il y a également la France qui est partie prenante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a également le Canada qui a été colonisé par la Grande-Bretagne et qui en a encore des vestiges dans son système de Westminster, mais qui est partie prenante du G8. Donc on doit cesser de nous brandir les excuses de colonisation pour ne pas décoller. Il faut dire que l'Afrique gagnerait à éduquer davantage sa population et à mieux la former. Exactement. Est-ce que le système éducatif actuel est un système qui peut nous permettre effectivement d'atteindre nos objectifs?
Actuellement, le système éducatif n'est pas favorable à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Oui, parce qu'on nous éduque à répéter la pensée, à répéter la pensée des autres. Donc, on a cette urgence de la refonte de notre système éducatif, non seulement pour en faire un système productif, comme disait un ministre de la place, mais également un système qui puise l'essence des formations sur la culture négro-africaine. Oui. Et il faut enseigner aux jeunes leur culture, leur réalité culturelle. C'est bien beau d'enseigner à l'école la Première Guerre mondiale, mais il est encore intéressant de savoir qu'est-ce qui tourne autour des Pygmées, de leur richesse et tout le reste. À côté de ça, il y a quand même qu'il n'y a pas d'énergie au Cameroun. Justement. Comment est-ce qu'on fait pour développer et devenir grande puissance dans un contexte où l'électricité, c'est ce qui est la chose la moins partagée? Justement, et là, j'ai rangé ça dans le cadre des défis stratégiques. Oui, parce qu'on a encore un sérieux problème d'énergie en Afrique. Vous savez, il y a par exemple la Banque mondiale qui nous renseigne que seulement 10% d'Africains dans les pays comme le Tchad, le Malawi, la RDC avaient accès à l'électricité. Il y a un article d'Aurélie Bazara Kibangoula qui nous renseigne que 650 millions d'Africains seulement avaient accès à l'électricité en Afrique. Maintenant, malgré le fait qu'on a un potentiel énergétique que la Banque mondiale évalue à près de 10 terawatts de solaire, 350 gigawatts d'hydroélectricité, 110 gigawatts d'éoliennes et pas seulement. Et maintenant, vous avez aussi les coupures d'électricité, soit 56 jours en moyenne par année. Énorme. Oui, c'est énorme. Ce sont les industries qui sont arrêtées. Justement, et je profite pour saluer la principale entreprise en charge de l'électricité dans notre désormais nationalisée. Justement, désormais nationalisée, et il le fallait. Maintenant, vous avez aussi les pays comme le Nigeria, dont les coûts d'électricité sont très élevés. Le coût des factures sont très élevés par ménage, plus élevés, 60 à 80 fois plus élevés qu'à New York. Oui. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Vous jetez aussi un regard très péjoratif sur l'aide publique au développement. À l'intérieur de votre livre, vous détaillez comment est-ce que l'aide publique au développement est utilisée. Vous nous faites savoir que ce n'est que 3% exactement qui arrivent à destination, du moins à la destination finale. Exactement. Et lorsqu'on enlève le vêtement de la foubérie pour revêtir celui de l'objectivité, on constate qu'en réalité, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, c'est plutôt l'aide au sous-développement de l'Afrique. Et il y a même un économiste français au nom de Serge Michelov qui nous rappelle que sur 9 milliards d'euros d'aide que la France octroie à l'Afrique, seulement 300 millions constituent l'aide proprement dit. Le reste constitue des dons. Le reste, c'est des prêts. Ce sont des prêts. Justement. Maintenant, il y a également l'économiste zambienne Dambiza Moyo qui nous renseigne que lorsque l'aide était très élevée en Afrique, c'est-à-dire entre 1970 et 1998, le taux de pauvreté avait également augmenté, qui était de 11 à 66%. Maintenant, pour revenir aux 3% que vous étiez en train de dire, il y a un certain économiste congolais au nom d'Emmanuel Okamba qui nous renseigne que sur 100% d'aide qu'on nous octroie, 60% c'est destiné à l'achat des biens de ceux des pays donateurs. 25%. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'aide et vous devez acheter au pays qui vous donne effectivement de l'aide. À hauteur de combien? De 60%. 60%, c'est quand même énorme. Et maintenant, c'est un marché de dupes. Justement, 25% c'est pour des commissions généralement occultes. C'est-à-dire on ne connaît vraiment pas les tenants et les aboutissants de ces commissions. 12% c'est pour les experts qui viennent en consultation, les études de faisabilité et tout. Et finalement, il revient juste 3%. À destination de ceux qui sont vraiment demandeurs. Et maintenant, dans ces 3%-là, nous connaissons tous le championnat de corruption qu'il y a souvent là-dedans. Donc l'argent n'arrive finalement pas aux destinataires. Alors, il faut dire que la monnaie a fait depuis plusieurs années maintenant beaucoup de débats. Et d'ailleurs, votre livre revient dessus. La monnaie, c'est un problème. Le franc CFA, oui, mais le fait que l'on ne puisse utiliser le franc CFA de la zone CEMAC, par exemple, à l'Afrique de l'Est, c'est un souci. À l'Afrique de l'Ouest. Ça rend difficile quand même les échanges
entre les différents pays. Et donc l'Afrique n'échange pas beaucoup en interne. Oui. Mais il faut toujours regarder à l'externe. Justement, je pense que ça a été fait à dessein. Il y a l'économiste Kako Nubukpo, qui a été également ministre au Togo, ministre de la planification, qui parle de servitude volontaire. Oui. Oui. Et maintenant, dans la zone franc, par exemple, le ratio crédit sur PIB, c'est seulement de 23%. Oui. Pourtant, dans la zone euro, nous sommes à 100% de ratio crédit sur PIB. Ça suppose que quoi? Ici, on ne finance pas l'économie. Oui. Oui, on ne prête pas, oui, pour financer l'économie. Maintenant, il y a une chose avec le franc CFA, c'est que en dehors de ces caractéristiques que nous connaissons tous et dont je ne vais pas y revenir, le franc CFA favorise plutôt l'exportation des capitaux. Ça veut dire que quand on produit ici, on exporte facilement les richesses. Ce qui fait que le panier de la ménagère sera toujours aussi vite. Maintenant, vous avez souligné un élément. Le fait que le franc CFA de la zone de l'Afrique centrale, n'est pas le même franc CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, ça suppose. Ça veut dire que si tu pars du Cameroun et que tu es en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même argent que tu utilises. Ce n'est pas le même argent que tu utilises. Il faut encore changer en euros, ensuite revenir en franc CFA de cette zone-là. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que dans cette zone franc, en général, on n'échange pas. Et l'économiste Kako Nubukpo nous renseigne que le commerce, c'est uniquement de 15%. Donc on échange seulement à hauteur de 15% entre nous. Ça suppose qu'on n'échange pas. L'économie ne fonctionne pas dans cette zone de franc CFA. Mais votre livre rappelle quand même aussi qu'il y a des bons points, des avantages du franc CFA. Parce que si on dit qu'il faut jeter tout de suite le franc CFA, il y a quand même des avantages, aussi bien des inconvénients pour cette monnaie. Oui, c'est vrai, il y a quelques avantages du franc CFA. Considéré comme minime? Oui, considéré comme minime. Juste la libre convertibilité de ce franc CFA, la stabilité, oui. Mais sinon, en général, s'il faut mettre sur une balance, on a plus d'inconvénients. Oui. De toutes les façons, c'est la première partie qui revient quand même sur tous ces aspects-là. Oui. Vous dites, et d'ailleurs c'est le titre de votre livre, que l'Afrique peut être première puissance du monde. Quand, pourquoi et comment, c'est ce que vous proposez en réflexion. On vous rejoint dans quelques minutes pour en parler davantage. La deuxième partie est réservée aux atouts du continent. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui vous sert véritablement de tremplin pour parler de votre thèse. C'est possible, c'est faisable. L'Afrique a tellement d'atouts. Vous revenez sur les atouts, notamment au niveau de la faune, de la flore, les richesses du sol et du sous-sol. Vous revenez également sur la civilisation, celle de l'Égypte antique qui a véritablement marqué le monde avant la Grèce antique à son époque. Donc l'Afrique a tout le potentiel possible pour pouvoir effectivement occuper la première place. Alors justement, j'ai serré ces atouts-là en atouts innés et en atouts acquis. C'est vrai, vous avez parlé des atouts innés. Il y a par exemple les ressources naturelles. Oui, les ressources naturelles. Et l'UNESCO avait mené une enquête en ce qui concerne les ressources naturelles de l'Afrique en 1963 et nous avait sorti toute une grande liste des ressources qu'on peut trouver en Afrique et ceux qui vont acheter l'ouvrage vont consulter. Mais tout ça en attendant l'issue du projet de la carte d'1 milliard de dollars lancé par la Banque mondiale en Afrique du Sud en 2014. Mais il faut dire que Nicolas Agbo, l'économiste, nous renseigne que l'Afrique est première en matière de production, d'exportation et de détention des réserves d'or, de diamants, de vanadium, de manganèse. Maintenant, nous avons par exemple, en termes de réserves d'or, 42%, 88% de réserves de diamants, 60% de réserves de platine. On a également 95% de réserves de vanadium. Oui. Et pas seulement, la liste est loin d'être exhaustive. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que l'Afrique a eu cette grâce, je vais le dire ainsi, de connaître les civilisations dont j'ai dit exceptionnelles dans l'ouvrage. Oui. Et j'en parle, celle de l'Égypte antique, par exemple, oui, qui a peuplé l'Amérique 1200 ans avant Jésus-Christ. Pas seulement selon Cheikh Anta Diop, mais également selon Ivan Van Sertima, dans son ouvrage intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Maintenant,
cette civilisation de l'Égypte antique n'est pas seulement la plus ancienne. Oui, selon Cheikh Anta Diop, mais également selon l'archéologue allemand Günther Dreyer, qui a été un spécialiste des hiéroglyphes, qui a étudié le système d'écriture de l'Égypte antique et les dates d'une période allant de 3700 à 3400 avant Jésus-Christ. C'est pour ceux qui nous donnent les leçons de démocratie, parfois avec un ton combinatoire, doivent savoir que Günther Dreyer, qui est l'un des leurs, nous renseigne que le premier État naît en Afrique suite au processus de cristallisation politique des unités sociales dans la vallée du Nil. On marque un break. Hello, avec Momo Helep, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. Ça, c'est pour les atouts innés. Il y a aussi des acquis. Oui. Vous pensez que la population nombreuse, la masse au niveau de la démographie, ça peut être un atout pour l'Afrique? Oui, justement, avant d'y revenir, j'aimerais... Vous voulez terminer sur sur les atouts innés. Il y a un élément là que j'aimerais mentionner. C'est vrai, on nous brandit des personnages venant d'ailleurs, mais ici, sur place, on a connu un sage au nom de Dogon, au Gotemeli, du Mali. Oui. Il y a certains ethnologues occidentaux, notamment français, tels que Marcel Griol et Germaine Djetelen, qui ont consulté le sage Dogon au Gotemeli, qui était même aveugle et à première vue pouvait même être traité d'analphabète africain, mais qui leur avait fait un schéma. Et ces ethnologues-là ont exploité ce schéma qui avait anticipé à 15 ans sur la découverte moderne de la structure de l'ADN de James Watson et Francis Crick le 25 avril 1953. Maintenant, parlant donc des atouts acquis en Afrique, on a la démographie la plus importante du monde en termes de jeunesse. Et le professeur Jean-Emmanuel Pondy soulignait qu'en Afrique, on a près de 500 millions de jeunes qui ont moins de 18 ans. Il y a un ouvrage de Christian Mala et Florence Claire Boudon intitulé L'émergence de l'Afrique, où il est mentionné que 41% d'Africains ont moins de 15 ans. Oui. Alors, il y a cet auditeur qui insiste, c'est de façon exceptionnelle qu'on va le prendre au téléphone. Allô? Au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? Excusez-moi, je suis Madame Nanga. Je voudrais avoir Monsieur Théo. D'accord, vous passez. Oui, je pense qu'il est mieux de passer à la radio directement. Parce que c'est mieux de passer à la radio et de passer précisément le jeudi matin. Jeudi matin? Oui, jeudi matin. Très tôt le matin, avant 9h, c'est mieux. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez dit que l'Afrique, c'est une population extrêmement jeune, et d'ailleurs peut-être même la plus jeune dans le monde. Donc, il faut capitaliser. À côté de ça, il y a la masse d'intellectuels, les jeunes qui sont de plus en plus nombreux, des Africains qui excellent dans plusieurs domaines. Et d'ailleurs, votre livre fait un listing impressionnant d'auteurs africains, d'Africains, de Camerounais qui ont investi plusieurs domaines de la connaissance, même des domaines qu'on considérait et qu'on pensait comme réservés. Et justement, et là nous sommes toujours dans dans les atouts acquis de l'Afrique. Et là je parle des ressources intellectuelles. Alors nous avons par exemple Cheikh Modibo Diarra qui est à la NASA, que nous connaissons tous, et on a également notre compatriote Enes Simo, Asentema Biolé. Il y a même Olivier Kwadjo Obrou qui est l'ivoirien, qui est aussi à la NASA. Il y a même on a connu un certain Aimé Agwali du Nigeria qui a créé, qui a inventé l'ordinateur le plus rapide du monde. C'est qui lui a d'ailleurs valu le Gordon Prebble en 1989. Il avait fait travailler 65 000 possesseurs de concerts pour un calcul le plus rapide du monde, ce qui s'élevant à 3,1 milliards à la seconde. Maintenant, il y a un Nigérian là, qu'on n'en parle pas beaucoup, au nom de Gabriel Odu Oyibo. Oui. C'est l'un des nôtres qui a en quelque sorte défier Albert Einstein, dans le sens où il a trouvé une équation qui unifie les 4 forces de l'univers à travers, à savoir interaction forte, interaction faible,
électromagnétisme et gravitation universelle. C'est qu'avait fait partiellement Albert Einstein. Nous avons également à Lubumbashi, au Congo, un certain Patrice Keka Okeze qui lance les fusées troposphères. Il le fait depuis 2007. Dans mon domaine, l'architecture, nous avons un certain Diebedo Francis Kéré, le Burkinabé, qui a obtenu ce qu'on a. D'ailleurs, vous les avez en admiration, des hommes comme Thomas Sankara qui ont déjà commencé à travailler énormément dans le sens notamment de l'évolution de l'Afrique, et également des hommes que vous admirez toujours comme Muammar Kadhafi, qui a su donner quand même une certaine dimension à la Libye au niveau de l'autosuffisance dans plusieurs domaines, l'accès au logement qui était pratiquement gratuit, un certain pourcentage qu'il pouvait avoir dans la vente et la commercialisation du pétrole, autant d'éléments quand même qui prouvent que c'est possible. Justement, c'est possible. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser les acquis de ces deux hommes, pour ne citer que cela? Déjà, il faut... là, nous sommes en train d'embrayer sur la partie stratégie de l'ouvrage. Il faut dire que nous devons d'abord nous réconcilier avec notre diaspora. Nous devons nous réconcilier avec nos peuples. Nous devons s'inscrire dans la logique du plus jamais ça, en ce qui a concerné par exemple l'instrumentalisation de la puissance populaire, que ce soit au Burkina Faso ou en Libye, pour la déstabilisation du pouvoir politico-institutionnel. On doit s'inscrire dans la logique du plus jamais ça. Vous avez une thèse qui nous intéresse bien. Il faut coloniser la France pour avoir accès à certaines positions stratégiques, notamment à une voix pour se faire entendre au niveau de l'Organisation des Nations Unies. C'est une démarche qui a déjà commencé techniquement sur le terrain, mais qu'on devrait davantage accentuer. Vous faites notamment savoir que beaucoup de... La chance avec les immigrés africains en France, par exemple, c'est que le taux de natalité est assez impressionnant. Et au fil du temps, sans s'en rendre compte, les Africains risquent effectivement d'envahir, pas seulement les Africains, les immigrés, que ce soit africains ou d'autres zones du monde, vont coloniser à nouveau la France comme ils l'ont fait en Afrique. Voilà. Et là, nous sommes dans la troisième partie de l'ouvrage, c'est-à-dire la stratégie de l'Afrique pour devenir la première puissance mondiale. Alors, disons que pour éviter de cultiver l'imbroglio qui peut germer dans le terreau de nos perceptions d'un thème central, il est important de définir ce que c'est qu'une puissance. Alors, qu'est-ce qu'une puissance? La réponse à cette question dépend de l'angle de vue dans une discipline donnée. En relations internationales, Belik Nabli, qui fut directeur de recherche à l'IRIS, définit la puissance comme la capacité pour une entité à traduire en acte sa propre volonté, à l'imposer aux autres entités. Et parlant de puissance, cette notion est consubstantielle à celle de l'État. Alors, lorsque on parle du terme puissance, il y a deux notions qui s'escamotent là-dedans. Il y a la notion de hard power et la notion de soft power. Le hard power est composé de l'économie, du territoire, de la puissance militaire. Et pas seulement. Vous avez par exemple le soft power qui est composé de la culture, de l'idéologie, de l'influence intellectuelle, de la persuasion. Et il y a un certain Joseph Nye, politologue américain, qui nous renseigne que le soft power, c'est la capacité d'obtenir ce que l'on veut, par le biais de l'attraction plutôt que par la contrainte. Alors, vous avez parlé de la colonisation de la France, qui est l'un des chapitres majeurs de cette stratégie-là. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, comme autrefois, l'Afrique n'est pas suffisamment représentée sur la scène internationale. Tout à fait. Et l'Afrique, par exemple, ne peut pas intervenir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout à fait. Elle peut y accéder juste en tant que membre non permanent. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai exploré deux possibilités pour l'Afrique d'être présente au Conseil de sécurité des Nations Unies. La première possibilité, c'était la présence directe, c'est-à-dire dans la configuration actuelle, qu'un pays africain représente le continent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, il y a également une présence indirecte que j'ai également explorée, c'est-à-dire
que l'Afrique utilise un pays déjà membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, colonise ce pays pour entrer en possession et influencer des décisions en sa faveur. Parlant de la première option, qui est celle de la présence directe. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut d'abord une réforme du système des Nations Unies. Or, ne soyons pas naïfs, les grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que cette réforme aboutisse, à ce que les choses bougent. Maintenant, ça suppose que le terrain de le terrain indirect paraît plus accessible. Et pour y parvenir, il faut coloniser la France. Alors, est-ce que c'est possible pour les Africains de coloniser la France? Alors, je vais répondre plutôt péremptoirement que oui, c'est possible pour les Africains de coloniser la France. Et je donne des indices. Alors, il y a l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant qui nous renseigne qu'en 2025, la moitié des naissances en France ne seront pas d'origine européenne, mais africaine. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé cette association à mener des enquêtes au point de faire une telle déclaration? L'association est partie d'une étude sur la drépanocytose dans les maternités en France. Oui. Et compte tenu du fait que la drépanocytose est partie prenante de la priorité de santé publique en France depuis 2004 et de l'OMS depuis 2008. Et les zones à risque sont essentiellement les zones d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Maintenant, cette association a mené des études et nous a produit des chiffres. Et dans ces chiffres-là, il se pourrait que dans les 4 à 5 régions les plus peuplées en France, en Île-de-France par exemple, cette association a dépisté, en 2012, cette association a dépisté 68% des naissances. Oui, issues des zones à risque, c'est-à-dire essentiellement de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, avec une projection en 2026 en Île-de-France de 90% des naissances. Oui. Maintenant, dans les PACA, plus Corse, c'est-à-dire Provence, Alpes, Côte d'Azur, cette association a dénombré 44% des naissances en 2012, avec une projection de 70% des naissances en 2026. Maintenant, dans les Rhône-Alpes, par exemple, cette association a dénombré 38% des naissances. Je précise bien d'origine africaine, avec une projection de 50% des naissances en 2026. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez Robert Ménard, qui a été ce maire de Béziers en Occitanie, au sud de la France, proche du Front National devenu Rassemblement National, il nous renseigne que 64,6% d'élèves étaient de confession musulmane dans les écoles publiques de Béziers en 2015. C'est énorme. Oui, c'est-à-dire issus essentiellement de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Il va, l'année qui suivait, c'est-à-dire en 2016, sur la chaîne LCI, sans publicité, déclarer que dans une salle de classe à Béziers, 91% d'élèves dans une salle de classe à Béziers étaient essentiellement de confession musulmane, c'est-à-dire venant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Oui. Maintenant, la conclusion dans cet article du 2 septembre 2015, où l'association française pour le dépistage et la prévention de l'handicap de l'enfant s'exprime, la conclusion de l'article, c'est quoi? C'est que cette mutation démographique va aboutir à une mutation civilisationnelle. Maintenant, il y a une certaine Michel Tribala qui est démographe et qui a travaillé à l'INET, l'Institut national d'études démographiques en France, qui nous renseigne sur une forte présence africaine en France. Elle avait d'ailleurs commis un ouvrage allant dans ce sens, intitulé Les yeux grands fermés, où elle nous révèle que le gouvernement français occulte les vrais chiffres et que les chiffres que le gouvernement français produit ne représentent pas la réalité des faits. La réalité des faits, la réalité de la présence africaine en France. Maintenant, quand vous regardez dans les onomastiques en France, c'est-à-dire en ce qui concerne les noms de naissance, on a de moins en moins les Yves Le Bouc,
Olivier Dupont, Jean Lafouchette, Emmanuel Leboeuf, De moins en moins, au profit des noms comme Mamadou, Ahmed, Diawara, Diallo, Mbaye, Ngaï. Il suffit de jeter un coup d'œil dans l'équipe nationale de France. Justement, et bientôt, les Tamangwa Kolens, les comment il y a d'or, Chouameni, Mbappé, Nyango, etc. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Ça va s'intensifier avec le temps. Justement, maintenant, lorsque vous prenez la démographie de certains corps de métiers, en France, vous avez parlé du football, par exemple. Moi, je vais même parler également du CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins en France. Nous renseigne il nous renseigne en 2013 que près du tiers des médecins en France étaient issus de l'Afrique du Nord. Soit 31,5%. Et maintenant, vous pouvez même lire un article de Charlotte Cosset qui date du 11 juin 2013 là-dessus. Maintenant, en dehors de cela, nous sommes toujours dans les indices de la colonisation de la France. Il y a ce que j'ai appelé la perméabilité du système politique français. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont français, ceux qui ne sont pas français de souche peuvent accéder au mandat électif? La réponse est oui. La réponse est oui. Et les exemples sont légion, c'est même des notoriétés publiques. Il y a une loi en France qui a même favorisé cela. Et c'est la loi numéro 83/1096 du 20 décembre 1983 qui lève l'empêchement à tout naturalisé de moins de 10 ans de briguer un mandat en France. Et ce qui est d'ailleurs l'amendement de l'article 128 du Code électoral français. Et l'une des personnes ayant bénéficié de cette loi, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui d'ailleurs est né à Barcelone en 1962, à la clinique La Ferroviaria, rue Campoa Mort. C'est son oncle, c'est l'un de ses oncles qui a composé l'hymne du FC Barcelone. Oui. Et entre autres fonctions, en dehors d'avoir été Premier ministre, il a été plusieurs fois député, conseiller régional d'Île-de-France, député dans la région de l'Essonne, conseiller régional d'Île-de-France. Maintenant, même avant lui, il y a même c'était Nicolas Sarkozy, que nous connaissons tous. Lui-même, il reconnaît qu'il vient d'un immigré hongrois, Paul Sarkozy, son père, d'un immigré hongrois. Maintenant, il y a même également l'ancien Premier ministre de 93 à 95, au nom d'Edouard Léon Raoul Balladur, oui, qui a été Premier ministre en France, qui est né en Turquie, à Izmir. Oui, et qui a été même plusieurs fois député en France. Mais même avant Edouard Balladur, il y a eu un certain Pierre Bérégovoy de 92 à 93 en remplacement d'Édith Cresson, qui a été Premier ministre en France, qui a été également plusieurs fois député. Donc, les exemples sont légion. Il y a Ramayad et justement, on a vu la liste, elle est très longue. Et c'est où, moi je voulais même embrayer, ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont les Africains. Est-ce que les Africains font pareil? Est-ce que cette perméabilité du système politique français est favorable aux Africains? Je dis oui, parce que il y a un certain Kofi Yamyan qui est né à Bassa, au Togo, qui a été maire de Saint-Coulitz, qui a également été député plusieurs fois. Vous avez cité Ramayad. Il y a même eu celle qui est Najat Vallaud-Belkacem, que nous connaissons tous également, qui a été adjointe au maire de Lyon. Entre autres, elle était ministre de l'Éducation nationale. Les exemples sont légion. Ici, à côté, au Gabon, il y a un certain Daniel Obono, oui, qui est député. Elle est née au Gabon. On a une certaine Sibeth Ndiaye qui a été naturalisée, je précise bien, en 2016. Et en 2019, en 2019, elle était porte-parole du gouvernement français. Oui, Sibeth Ndiaye. Donc les exemples sont légion. Alors, ça confirme quoi? Ça confirme qu'il y a cette perméabilité du système politique français dont on peut capitaliser. Et là, je fais une recommandation stratégique. Laquelle? Les Africains doivent de plus en plus être présents en France, dans les mairies, au niveau des législatives. Investir la magistrature un peu partout. Investir la magistrature suprême, oui. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que on doit créer un think tank qui doit collaborer
avec ces Français d'origine africaine qui accèdent dans les mandats électifs en France. Oui, et ils doivent déjà essayer déjà la magistrature suprême. Ils doivent déjà présenter les candidatures pour la magistrature suprême. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est quoi? C'est que il faut éviter ce que j'ai appelé le mauvais côté du phénomène Obama. C'est-à-dire l'un des nôtres qui accède à la magistrature suprême aux États-Unis, qui ne nous aide pas, ce qui peut se comprendre parce que les Américains n'avaient pas voté pour qu'il aide les Africains, oui, mais qui contribue encore à ce qu'on nous finisse Kadhafi, qui était un espoir pour l'Afrique. Alors pour éviter ça, il faut que ces gens-là puissent collaborer avec les think tanks de l'Afrique et qui doivent même prêter serment sur la marque africaine. Voici une thèse qui est très pertinente quand même. Et il faut dire que tous les détails de ce que vous venez de nous rappeler sont contenus dans ce livre qui est très bien documenté, très bien fourni, des chiffres à l'appui, quelques rapports, l'organisation internationale dans plusieurs domaines de la Banque mondiale et tout. Parce qu'on ne va pas tout dire. Où est-ce qu'on peut trouver précisément le livre en ce moment? Alors, le livre en ce moment, on peut le trouver à la librairie des peuples noirs, à la montée SNI, à Yaoundé. À Yaoundé, à Adolphe Bastos, à la librairie Saint-Paul également. À Douala, on peut trouver ça à Éclosion. Éclosion, oui, Douala, oui. Même à Yaoundé, il y a aussi Éclosion. Oui, même à Yaoundé, on peut également trouver à Éclosion, à la montée Kondengue. Oui, et bientôt, l'ouvrage va également être sur Amazon. Oui, sur Andal également. Et l'ouvrage également en France, on pourra trouver ça à la librairie panafricaine Tamiri, oui, à Paris. C'est possible. Alors, il y a une dédicace, quand même, une présentation officielle du livre qui est prévue. Oui. Mais une date n'a pas encore été arrêtée. Justement, la date n'a pas encore été arrêtée, oui. La date n'a pas encore été arrêtée, mais nous allons communiquer là-dessus au moment opportun. Vous dites c'est faisable, l'Afrique peut devenir la première puissance mondiale. Vous présentez d'ailleurs le chemin à emprunter. Vous parlez des États-Unis d'Afrique. Il faut penser le projet profondément avec à l'intérieur une monnaie africaine. Il faut un marché africain. Il faut tout penser. Il faut également initier les Africains à leur histoire, un retour aux sources. Et c'est important, la spiritualité africaine, autant d'éléments quand même qui sont cités. Alors, s'il fallait faire en très peu de mots, l'Afrique peut... Quels sont les chantiers les plus urgents en ce moment pour atteindre nos objectifs? Alors, les chantiers les plus urgents actuellement pour atteindre nos objectifs, c'est quoi? C'est que il faut nous réconcilier avec notre diaspora. Oui, moi je ne suis pas un nihiliste. Il y a les États africains qui embrayent déjà dans ce sens. Il y a par exemple le Nigeria qui a créé le NIDO. Sans publicité, il ne s'agit pas du lait, mais il s'agit du Nigerian Diaspora Organization avec un siège à Washington DC. Et cette organisation est vraiment indépendante. Il y a également la Tunisie qui a suivi un modèle chinois. Donc on doit se réconcilier urgemment avec notre diaspora. Pourquoi? Parce que l'Afrique vit un complexe technologique. On dit l'Afrique n'a pas de technologie. Mais en réalité, si on se réconcilie avec notre diaspora, on a d'office la technologie. Parce qu'on a déjà la matière première qu'on peut transformer. Et on a cette expertise-là qui va venir. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que il est urgent également de se réconcilier avec nos peuples. Parce que depuis la colonisation, il y a dans certains pays où le colon avait laissé ce qu'on peut appeler les marionnettes qui travaillaient plutôt pour le bien de ces pays-là. Ce qui avait créé un climat de suspicion, même de tension. Oui, entre les gouvernants, si on peut dire ainsi, et les gouvernés. Donc il faut qu'on se réconcilie avec nos peuples. Et l'un des avantages, c'est quoi? C'est que ça empêche l'instrumentalisation de la puissance populaire que le peuple pour la déstabilisation du pouvoir politico-institutionnel. Donc ça c'est deux. Maintenant, il y a une chose, c'est quoi? C'est que on a une urgence du retour à la culture et à la spiritualité africaine. Parce qu'en retournant là-dedans, dans l'ouvrage, je m'étends là-dessus, je vais plus en profondeur. On a cette histoire de corruption. En retournant dans notre culture et à la spiritualité africaine, il n'y aura plus de corruption. Parce que là, on va prêter serment sur la marate. Oui, il n'y aura plus de vol. Oui, et maintenant, l'un des avantages aussi, c'est quoi? C'est que vous avez vu, par exemple,
en période de coronavirus, qui est venu à une certaine catharsis au sein de nos peuples de par ce déchaînement de passion pour notre pharmacopée africaine, où on a pu démontrer l'impuissance des puissances occidentales en retournant, justement, en retournant dans notre culture et dans parce notre que l'Afrique avait été annoncée comme le continent qui allait être le plus décimé, mais curieusement, justement, ça n'a pas été le cas. Justement, les prévisions orientées vers l'Afrique, c'était l'hécatombe, c'était les prévisions cataclysmiques, mais on a pu démontrer l'impuissance des puissances occidentales. Donc, c'est l'un des avantages de retourner dans nos sources. Et ici, de retourner dans la culture et la spiritualité africaine, il y a une certaine, il y a la notion de progrès. Oui. Et la notion de progrès va toujours dans le même sens. Afrique, première puissance mondiale, quand, pourquoi et comment, un livre de Milton Raoul Mbombozan, un livre publié aux éditions Éclosion, avec pour slogan l'avenir du livre. C'est une maison de la dame Christelle Noir, jeune, mais déjà très avant-gardiste dans le domaine. Et vous également, vous êtes jeune, ça tombe bien, nous sommes en février, c'est le mois de la jeunesse. Il me reste plus qu'à vous dire merci, mais avant votre numéro de téléphone, ceux qui nous ont écoutés peuvent avoir besoin directement de vous contacter et échanger avec vous autour de cette question qui intéresse l'Afrique et les Camerounais en particulier. Votre numéro de téléphone déjà. Ok, merci. Le numéro de téléphone, c'est le 6 55 24 24 encore 32. Reprenez-le. 6 55 24 24 32. Pour avoir le livre, merci Milton Raoul d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous autour de votre livre L'Afrique, première puissance mondiale. Quand, pourquoi et comment. C'est moi qui vous remercie. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Pause.